Alors maintenant, on va essayer de comprendre d'où ils sortent. Le dictionnaire étant bien fait, les combustibles fossiles sont des fossiles. Fossile, ça veut dire que c'est un reste de vie ancienne, et c'est très exactement ce que sont les combustibles fossiles. Alors la façon dont ils sont apparus sous nos pieds est la suivante. Vous avez depuis très longtemps des océans sur Terre, et dans ces océans, vous avez depuis très longtemps des êtres unis ou pluricellulaires qui sont apparus et qui vivent. Dans ces êtres unis ou pluricellulaires, vous avez notamment des algues et du plancton. Alors ces êtres, comme nous, ne sont pas plus immortels, c'est-à-dire que de temps en temps, hélas pour eux, ils passent de vie à trépas. Et quand ils passent de vie à trépas, l'essentiel d'entre eux sont décomposés dans la colonne d'eau, c'est-à-dire que les restes ne tombent pas sur le plancher océanique, mais vous avez quand même une petite partie de ces restes organiques qui tombent sur le plancher océanique, là où ils sont en dessous, ce qui est sous l'eau, pardon. En général, le processus que je vais vous décrire arrive plutôt près des côtes, là où la hauteur d'eau n'est pas très épaisse, parce que c'est là que vous avez les éléments minéraux qui permettent à la vie d'être la plus abondante, et du coup, ça veut dire que c'est là qu'il y a la plus grande probabilité que les restes organiques tombent sur le plancher sans s'être décomposés dans la colonne d'eau. Quand ils tombent sur le plancher océanique, ils vont se retrouver mélangés à des sédiments minéraux, qui sont des poussières amenées par le vent, des alluvions amenées par les rivières, des coquilles, des restes de coquilles pour les êtres qui en ont une, parce qu'une partie du plancton, une bonne partie du plancton synthétise des coquilles en calcaire. Et tout ça va se mélanger. Et si vous êtes dans un endroit approprié, eh bien, d'abord, ça va se compacter sous l'effet de son propre poids, ce sédiment, et ensuite, la tectonique des plaques va vous entraîner ça vers les profondeurs. Et à partir du moment où la tectonique des plaques vous entraîne ça vers les profondeurs, elle vous rapproche du gros radiateur que vous avez au centre de la Terre, qui est entretenu, soit dit en passant, par la radioactivité naturelle des roches, aujourd'hui. Ça va engendrer une succession de dégradations ou de décomposition de ce que vous avez dans le sédiment. Alors, avec ce mouvement j'ai envie de dire, de sédimentation et d'entraînement vers les profondeurs, la partie minérale du sédiment va se transformer en ce qu'on appelle une roche-mère, c'est-à-dire que le truc va se compacter et se transformer en roche, et la partie organique qui est dans des petites inclusions dans ce sédiment va elle-même subir un certain nombre de dégradations. Alors, dans un premier temps, vous avez une dégradation qui est bactérienne, et vous voyez là, et ça va vous expulser de l'eau et du gaz carbonique. Dans un deuxième temps, cette dégradation, elle va devenir thermique, anaérobie, et à ce moment, vous avez, comme dans une raffinerie, un fractionnement de la matière organique qui est contenue dans la roche et qui va donner, exactement comme dans une raffinerie, 3 types de chaînes organiques. Vous allez avoir du gaz, vous allez avoir du liquide, qu'on a coutume d'appeler de l'huile, et vous allez avoir du kérogène, c'est-à-dire un résidu solide, qui ressemble à du charbon et qui va rester contenu dans la roche. Alors, primitivement, ce truc-là s'appelle du kérogène, et une fois qu'il a fini d'être pyrolysé, à ce moment, vous avez du gaz, de l'huile et le reste solide. Une fois que ces composants fluides pour le gaz et le pétrole et solides ont été faits, il peut leur arriver 2 choses. La première, c'est qu'ils restent là où ils sont, parce que le sédiment a formé une roche qui est imperméable. Et à ce moment, si la roche est imperméable, eh bien, la décomposition de la matière organique reste là où elle est. Ou bien la roche est perméable, et à ce moment, vous allez avoir à l'intérieur de la roche, sous l'effet de la pression, ce qu'on appelle une migration primaire, c'est-à-dire que le pétrole et le gaz qui ont été formés vont diffuser à l'intérieur de la roche et vont commencer à migrer à l'intérieur de la roche en ayant envie, parce que c'est le gradient de pression qui les pousse comme ça, de remonter vers la surface. Si jamais la pyrolyse est incomplète, c'est-à-dire que le phénomène de tectonique et de dégradation a pris place il y a trop peu de temps, vous avez une roche, en gros, une roche riche en matière organique, qui s'appelle des schistes bitumineux, à ne pas confondre avec les sables bitumineux. Et en anglais, ça s'appelle oil shales, à ne pas confondre avec shale oil. Pour utiliser ce produit-là, vous devez finir de le chauffer à la mano,
c'est comme ça qu'on s'en sert, et donc vous avez des centrales électriques, vous avez une centrale électrique qui fonctionne je ne sais pas où dans le monde, avec un très très mauvais rendement, parce que le produit a un pouvoir calorifique faible, un très très mauvais rendement énergétique. On peut s'en servir de ces schistes bitumineux en amenant des grandes quantités d'énergie pour finir artificiellement la transformation et donc récupérer du pétrole, mais avec un rendement en général qui est inférieur à 1. Alors il y a des gens qui imaginent par exemple utiliser de la vapeur nucléaire pour faire ce genre de truc, auquel cas vous injectez un type d'énergie dans le sol, vous récupérez un autre type d'énergie en sortie du sol, et comme c'est pas la même qui vous intéresse, on peut imaginer qu'économiquement ça puisse valoir le coup. Bon, ça va jamais énormément se développer. Si vous avez les produits qui ont été formés jusqu'à leur terme, donc vous avez effectivement du gaz ou du pétrole qui s'est formé dans la roche mais qui est resté prisonnier, on verra à la planche suivante que ça porte un nom extrêmement connu. Si vous n'avez pas du plancton, mais qu'à la place vous avez des fougères, c'est ce qui s'est passé sur Terre à l'ère du charbon, au Carbonifère, à ce moment vous avez des veines de charbon. Alors retenez, soit dit en passant, que quand vous avez des fougères et non pas du plancton à qui il arrive ce processus, eh bien la veine de charbon, quand elle se forme, produit aussi du pétrole et produit aussi du gaz. Exactement dans le même processus de décomposition et de pyrolyse créé par la chaleur de la Terre. Alors, le pétrole, en général, s'échappe. Par contre, une partie du méthane reste absorbée dans la veine de charbon. Et c'est ça qui fait que quand vous avez une exploitation charbonnière et que vous remettez la veine de charbon à la pression atmosphérique, le méthane se désorbe. Et si jamais vous ne ventilez pas les mines, eh bien, vous avez des coups de grisou. C'est la raison pour laquelle vous avez du méthane, soit absorbé dans le charbon, soit carrément des poches de méthane dans les veines de charbon. C'est la raison pour laquelle vous en avez. C'est à cause du processus de formation. Vous avez donc la roche qui se retrouve loin sous terre. Alors il a fallu des millions d'années ou des dizaines de millions d'années pour que tout ça se produise, on verra après. Donc vous avez la roche qui est sous terre, qui a emprisonné sa matière organique, qui a produit du pétrole et du gaz. Et donc ce pétrole et ce gaz vont avoir tendance, comme je le disais, à migrer de façon primaire. Après, une fois qu'il y a eu expulsion des alvéoles, le pétrole et le gaz vont sortir de la roche-mère et migrer vers la surface. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la migration secondaire. Alors, l'essentiel du temps, cette migration vers la surface est complète. C'est-à-dire que depuis les 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 millions d'années que le pétrole a été formé, il migre doucettement vers la surface, arrive en surface, c'est un produit organique, il se décompose, c'est-à-dire qu'il se fait bouffer par les bactéries. Fin de l'histoire. De temps en temps, dans sa migration vers la surface, il est coincé. C'est-à-dire que vous avez une roche perméable, parce qu'en général, dans la surface, vous n'avez pas des trous, sous la surface, vous n'avez pas des trous. Donc à un moment, vous avez une roche perméable qui est surmontée par une roche imperméable. Et à ce moment, vous avez ce que dans le jargon des géologues pétroliers, on appelle un piège. C'est-à-dire que le pétrole qui est formé par la roche-mère qui est en dessous migre doucettement jusqu'au moment où il arrive dans la roche qui deviendra la roche réservoir. Au-dessus, il ne peut pas aller plus haut parce que c'est une couche imperméable et donc il va s'accumuler dans la roche réservoir. En général, dans la roche réservoir, la porosité était remplie d'eau avant et ça explique pourquoi aujourd'hui, dans un réservoir de pétrole, vous avez toujours sous le pétrole, dans un réservoir de pétrole classique, conventionnel, vous avez une couche d'eau sous la couche de pétrole, ou plus exactement sous la partie imprégnée de pétrole, vous avez une partie imprégnée d'eau. Toujours. Il se peut que le pétrole ait été piégé à moins de 500 mètres sous terre, auquel cas on a l'habitude d'appeler ça du pétrole conventionnel. S'il est à plus de 500 mètres sous terre, ou plus exactement à plus de 500 mètres sous l'eau, on appelle ça de l'offshore profond. Quand le pétrole fait sa migration primaire, mais pas secondaire, ou même pas sa migration primaire, il vous reste une roche-mère contenant des hydrocarbures. Ce qui a donné lieu récemment aux États-Unis à une explosion de la production de pétrole, c'est le pétrole issu de ces roches-mères dont le pétrole ne s'était pas échappé et qu'en anglais on appelle du shale oil. Pas oil shales, sur des schistes bitumineux, mais shale oil, dans l'autre sens. Donc, est-ce qu'en français, on traduit mal par pétrole de schiste? En l'occurrence, on le traduit mal parce que ce n'est pas toujours un schiste qui est la roche-mère, mais peu importe.
Les Français aiment bien faire des traductions approximatives des termes anglais. Donc, c'est du pétrole de roche-mère. Alors, vous avez en fait deux types d'exploitation de pétrole de roche-mère. Vous avez le pétrole qui est vraiment dans la roche-mère, où le pétrole a migré dans des petites inclusions poreuses qui sont dans la roche-mère, et à ce moment, ça ne s'appelle pas du shale oil, ça s'appelle du tight oil. Mais pareil. Alors, dans les deux cas de figure, comme le pétrole ne circule pas dans la roche, c'est la raison pour laquelle il n'est pas allé se promener ailleurs, il faut créer artificiellement la circulation dans la roche pour pouvoir faire sortir le pétrole, et c'est l'objet de la fracturation. Donc en fait, la fracturation conduit à créer dans la roche-mère un réseau de fissures qui permet au pétrole qui ne circule pas de se mettre à circuler. Mais évidemment, l'énergie de fracturation est une énergie significative, ce qui fait que le rendement énergétique de l'extraction du pétrole de roche-mère est plus mauvais que le rendement d'extraction du pétrole dit conventionnel. Voilà, donc voilà en gros la façon dont se présente la formation du pétrole et du gaz. C'est la même chose pour le gaz. Donc le gaz qui reste prisonnier dans la roche-mère ou dans des inclusions dans la roche-mère ou dans des réservoirs qui ont resédimenté s'appelle shale gas ou tight gas de la même manière. Alors voilà quelques exemples de réservoirs. Bon, c'est juste pour la petite histoire. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que quand les géologues cherchent du pétrole, ils ne cherchent pas au hasard. Ils savent qu'ils doivent chercher dans des bassins sédimentaires, ils savent que s'il y a du sel qui se balade quelque part, peut-être que ça sent bon pour eux, etc., etc. Il arrive parfois que la fin de route du pétrole qui a été formé sous sol soit du sable qui est situé en surface. Donc à ce moment, le pétrole va faire comme si c'était une roche poreuse sous terre, il va s'accumuler dans le sable, mais comme le sable communique avec la surface, à ce moment, le pétrole va perdre ses éléments les plus volatiles et vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle des sables bitumineux. C'est exactement ce que vous avez au Canada, dans la province de l'Athabasca, et à ce moment, ça s'exploite comme des mines à ciel ouvert, donc j'aurais dû vous amener une photo, c'est à peu près aussi sympathique que les exploitations de mines à ciel ouvert de lignite. Donc vous faites un grand machin qui fait 5 km sur 10 km, vous décapez tout ce qu'il y a au-dessus, je peux vous dire qu'il ne reste pas un lapin, pas un arbre, et avec des énormes excavatrices, vous allez récupérer ce truc-là comme dans une exploitation de mine à ciel ouvert, et vous emmenez ça dans des upgraders, c'est-à-dire des raffineries d'un genre particulier, qui vous transforment ce mélange de bitume et de sable en quelque chose de sympathique qui va rentrer dans votre voiture. Avec là aussi un rendement énergétique qui est beaucoup plus mauvais que celui que vous avez dans une chaîne pétrolière traditionnelle, parce qu'il faut créer... En gros, vous avez perdu les éléments les plus intéressants, les éléments les plus volatiles, et donc vous avez un pétrole de moins bonne qualité. Quand vous avez un réservoir conventionnel de pétrole et de gaz, l'histoire ne s'arrête pas nécessairement là. Comme il a été formé dans une région où il y a de la subduction, eh bien l'histoire peut recommencer. Et donc votre réservoir de pétrole et de gaz peut lui-même être entraîné vers les profondeurs. Et à ce moment, il y a une nouvelle distillation qui arrive, ce qui fait que quand on cherche du pétrole et du gaz, il y a ce qu'on appelle une fenêtre à huile, c'est-à-dire une profondeur où on se dit, là, si on trouve quelque chose, il va peut-être y avoir du pétrole. Et il y a une profondeur en dessous de laquelle, si on trouve quelque chose, c'est nécessairement essentiellement du gaz, parce que c'est un ancien réservoir de pétrole qui a été réentraîné vers les profondeurs où la chaleur a fractionné le pétrole en molécules plus courtes. Historiquement, soit dit en passant, quand les pétroliers trouvaient du gaz, il y a 50 ans, c'était une absolue calamité pour eux parce que le pétrole, c'est facile à évacuer d'un puits où que vous soyez. Vous le mettez dans une cuve sur roue, ça s'appelle un camion, et vous l'embarquez. En ce qui concerne le gaz, vous ne mettez pas le gaz dans un camion, parce que le gaz est 1000 fois moins dense que le pétrole à température et pression ordinaire. Donc il faut vraiment avoir un tuyau pour être capable de l'évacuer. Et si vous allez faire un trou au milieu de l'Iran et que vous trouvez du gaz, il n'y a pas de tuyau, et donc vous vous demandez ce que vous en faites. Et si vous allez faire un trou au milieu du golfe de Guinée et que vous trouvez du gaz, vous demandez ce que vous en faites, parce qu'il n'y a pas de tuyau pour évacuer le gaz. C'est la raison pour laquelle, dans les exploitations modernes de gaz offshore aujourd'hui, on fait non seulement le puits, mais la plateforme de liquéfaction. Parce que si on avait juste le gaz, on ne saurait pas quoi en faire, il n'y a pas de tuyau pour l'évacuer. C'est aussi la raison pour laquelle, historiquement, les pétroliers laissaient fuir le gaz dans l'atmosphère quand ils trouvaient un gisement combiné de pétrole et de gaz. Toujours pour la même raison, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire du gaz, s'ils étaient loin de toute infrastructure, et donc ils le laissaient partir dans l'atmosphère. Alors depuis qu'on leur a dit le méthane a un pouvoir de réchauffement beaucoup plus élevé que le CO2, à minima, ils le brûlent.
Alors, je reprends. Voilà du pétrole à son origine, c'est plein de carbone. Voilà l'histoire par laquelle ça passe, et voilà à quoi on arrive après quelques millions à centaines de millions d'années d'évolution. Et si vous faites le shadok au bon endroit, eh bien, vous ferez sortir du pétrole. Alors, je vous l'avais dit la dernière fois, je le répète, ce processus de formation du pétrole est aussi gratuit que le processus d'apparition du vent. Donc, je réinsiste, toutes les énergies sont gratuites. Vous n'avez pas payé le plancton qui a vécu dans l'océan il y a 300 millions d'années, et vous n'avez pas payé la géothermie qui vous a distillé le kérogène, et vous n'avez pas payé la tectonique des plaques qui vous a enfoui ça sous terre. Rien. D'accord ? Donc le pétrole est gratuit, exactement comme le vent, le charbon, le gaz, etc. C'est gratuit et c'est vieux. Vous avez... Oui. Sur la diapo d'avant, je crois que vous précisiez entre 15 et 800 années et dans J'entends pas bien. Pourquoi est-ce que vous précisez et dans 0,0001% Ah, je vais y venir après. C'est parce que, en fait, vous n'avez qu'une toute petite partie de la matière organique qui a vécu sur Terre, qui se retrouve aujourd'hui sous forme de résidus pétroliers, gaziers ou charbonniers. Le reste, c'est transformé. Ah ben, le reste, c'est décomposé naturellement, j'ai envie de dire, ou bien c'est formé, c'est transformé en pétrole et gaz, et ça a migré jusqu'à la surface, et ça s'est décomposé après. D'accord ? Donc en gros, si vous prenez la totalité du carbone qui a été à un moment contenu dans les êtres vivants, et que vous rapportez ça à ce qui est contenu dans les réservoirs fossiles, c'est une toute petite partie. D'accord ? Donc c'est un processus d'accumulation qui porte sur un tout petit exutoire de la chaîne. Ici, vous avez une représentation de la fraction des réserves de pétrole et de gaz en fonction de leur ancienneté. Alors, c'est une autre manière de dire que c'est le temps qu'il faut attendre pour que se reconstituent les réserves. C'est une autre manière de présenter exactement la même information. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'une petite partie du pétrole est, on va dire, raisonnablement jeune, encore que le raisonnablement dans cette affaire, mais vous pouvez avoir une fraction significative du pétrole sur Terre qui a plusieurs centaines de millions d'années. Donc le pétrole, c'est quelque chose qui est renouvelable si vous pouvez attendre quelques centaines ou quelques dizaines de millions d'années, mais si vous êtes un peu plus impatient, c'est pas très renouvelable. Soit dit en passant, j'en profite également pour faire une remarque qui a son importance dans le débat qui s'ouvre en France sur la question du confinement des déchets nucléaires. Quand vous avez un gisement de pétrole qui date de quelques dizaines de millions d'années, ce qu'on a dit implicitement, c'est que pendant quelques dizaines de millions d'années, vous avez un produit qui est chaud et liquide qui est resté confiné au même endroit. C'est ça qu'on dit, hein. On dit que le réservoir a tenu pendant quelques dizaines de millions d'années sur un truc qui est chaud et liquide. Voilà. Donc le confinement géologique, si vous y prenez bien, c'est quelque chose qui tient très très longtemps sans problème. Hein. C'est pas toujours le cas, mais si on s'y prend bien, ça tient très longtemps.